Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, lendemain de débat chez les Républicains, l'agent Anglade, comme dirait Frank, l'homme fait de cire, a-t-il bien performé face à Ron DeSantis qui... Qu'est-ce qu'il faisait là, Ron DeSantis? Ton adversaire, c'est pas l'agent Anglade puis ses clowns. Ton adversaire, c'est Donald Trump. Qu'est-ce que tu fais là? Va à Tucker Carlson, buddy. Voyons. On va regarder les stats un peu de ce qui s'est passé sur les internets. C'est capoté. Yes, écoute, peut-être juste rappeler aux gens avant de commencer qu'ils peuvent utiliser leur essai gratuit pour le Patreon. Donc, c'est l'abonnement intermédiaire qui vous. De toute façon, c'est ça qui vous est proposé, je pense, d'emblée quand vous cliquez dessus. Oui. Puis maintenant, en plus, avant, il y avait du monde qui avait un peu de réticence avec la plateforme de Patreon, mais maintenant, en plus, vous pouvez la connecter avec votre compte Spotify. Donc, tout se télécharge automatiquement. C'est très simple. C'est vraiment facile d'utilisation. En tout cas, je l'ai testé moi-même pour voir comment ça fonctionnait. C'est super facile. Donc, vous pouvez utiliser cet essai-là. Il y a pas mal de contenu exclusif que vous allez avoir. Ce show-là est plus long. Normalement, on fait. Pendant l'été, on s'était épivardé un peu là, parce qu'on voulait vous donner plus de contenu. Mais normalement, on se fait à peu près une demi-heure ici, puis ça dure un bon 45 minutes, des fois 1 heure de plus sur Patreon. Puis vous avez les podcasts avec Gelozo en avance. C'est souvent là qu'on reçoit des invités, comme on a eu Pierre Desrochers, tout ça. Les gens qui sont sur Patreon, 2e et 3e niveau, ont déjà cette entrevue-là. Fait que ça fait pas mal de contenu. Là, puis, avouons-le, là, toutes les bots qui n'aiment pas, là, les bots de YouTube qui n'aiment pas, ben, sur Patreon, c'est là qu'on met ce stock-là. Là. Ben, c'est ça, justement, parce que je voulais faire jouer, entre autres, quelqu'un comme candidat pour la victime du jour. Monsieur Bizarre qui se promène en vélo, là, il a peur de mourir. Là. Mais je peux pas le faire jouer. Non, mais je peux pas le faire jouer là parce que le gars, il met tout le temps de la maudite musique dans ses vidéos. Fait que ça va être dans la partie Patreon. Mais c'est pas grave, on a quand même de quoi de bon. La semaine passée. Ça, c'est un bon truc à donner à la population du Québec. Si tu ne veux jamais être une victime du jour, mets de la musique dans tes vidéos. Ouais, c'est ça. On n'a rien dit finalement. Mettez-en pas. Mettez-en pas. Bon, c'est ça. Je cherche mon clip, moi, depuis tantôt pour partir le feature. Ah, voici. There's so much potential for beauty and for devastation. Écoute, la victime du jour aujourd'hui, ça va être un follow-up d'un truc qu'on a parlé la semaine passée. Donc, on fait un retour sur un truc, mais la victime du jour n'est plus la personne, mais c'est plutôt Québécois qui s'est fait pogner la main sur le sac. Dans le sac. Dans le sac, excuse-moi. Moi, puis les expressions, j'ai tout le temps tendance à... Donc, vous vous souvenez de cette publication-là, ma foi, quand même assez saucée, merci, dont on a parlé la semaine passée. Tous morts du réchauffement climatique. Des jeunes arrêtent d'épargner pour leur retraite. Et là, on avait cette personne-là ici, donc Sauvan, 33. By the way, c'est quand que ça arrête, ça, jeune? Ben non, mais c'est une question, là, quand même, que... Moi, 33 ans, c'est mon âge, ça. Moi, je me considère plus comme... Tu sais, moi, quand je vois un article puis c'est écrit « Les jeunes », je me dis ça va être 18, 22, tu sais, je sais pas. Là, à 40, c'est-tu jeune encore ou 50, ça arrête quand? Donc, on nous expliquait que cette personne-là, bon, on va tout sécher sur le bord de la rue d'ici 30 ans, donc on ne peut plus avoir de... on ne peut plus faire d'épargne, tout ça. Puis là, ils ont même sorti Pierre-Yves McSween des Boulamites. C'est écrit Pierre-Yves le déconseillerait. En tout cas, bref. Les gens se rappellent ce que tu avais dit. À ce moment-là, tu avais dit, excusez, mais moi, un journal m'appelle, me dit, hey, écoute, on a quelqu'un qui pense que la Terre va sauter d'ici 30 ans, veut plus épargner, tout ça. Tu ne donnes pas d'entrevue à ça. Là. Non. L'a-t-il déjà voulu? Ou l'a-t-elle déjà voulu? C'est ça. Voilà la question. L'a-t-elle déjà voulu? Et ce qu'on s'est aperçu,
c'est que pas cet expert-là, mais cette personne-là qui est utilisée par le magazine 24 heures, tu peux nous rappeler à qui appartient le magazine 24 heures? Québécois. Québécois. Ah. Donc, le 23 août, Québécois utilise cette jeune personne-là de 33 ans pour nous dire qu'elle n'épargne plus parce que la Terre va sauter. Mais il l'avait utilisé un peu avant dans un article qui est resté, comment je pourrais dire ça, qui est passé sous le radar. Quelques jours avant, le 7 août, voici ce qu'on nous disait. De nouveaux locataires coincés dans des appartements insalubres. Je ne peux pas rester ici. Et on a la même personne que tantôt, donc Sauvan. C'est même écrit, là, donc je ne sais pas juste qui y ressemble, là, c'est la même personne. Un Français de 33 ans qui a eu la surprise le 1er juillet d'emménager dans un logement insalubre à Montréal. Et là, on a les images du logement. Bon, le plafond est en train de lâcher. Ça, je ne sais pas c'est quoi, là, mais il y a une craque dans le béton avec de la moisissure, visiblement, qui origine de là. On a des taches de moisissure au plafond, genre de trous dans le... Ben, pas de trous dans le mur, là, mais bon, disons que ça fait très longtemps que ça n'a pas été rafraîchi. La peinture est en train de s'écailler après les murs. Fait que bref, c'est ça qu'on nous apprend. Mais d'après toi, quelqu'un qui va dans ce genre de logement-là et qui vise ce type de propriété-là, est-ce que si la personne n'épargne pas, c'est en raison des changements climatiques et de la mort programmée dans 30 ans, ou c'est parce que déjà à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas pantoute les moyens d'épargner? Ben, tu sais, c'est sûr que pour avoir les moyens d'épargner, il faudrait que tu sois autre chose qu'un YouTuber. Tu sais, je veux dire, 36 000 abonnés, tu sais, il y a peut-être un peu d'argent qui rentre, tout ça, mais je regarde les sujets, je regarde tout ça. Là. Hey, j'ai retrouvé ma collection de Pokémon. Yeah! Bravo. OK, fait que c'est vraiment un YouTuber, ça, Sauvan. Oh oui, eh ben, c'est pas mauvais, là, 36 000 abonnés, Non, puis c'est bon, 36 000 une abonnés. couple de collabs avec Gurky, puis peu importe, mais le meilleur du pire de mes dessins d'enfance. J'ai participé à la France à un incroyable talent. Toute une vie dans les boîtes. Les secrets du colis pour Gurky. Je réponds enfin à la fac du futur. Tu sais, j'ai 2 idiots au Texas. Tu sais, ça a l'air d'une bonne personne, là, puis tout, mais je veux dire, tu sais, c'est quand on nous présente un article sur je veux plus épargner, la Terre se réchauffe, tout ça, on n'a pas affaire à quelqu'un qui travaille 35 heures semaine. Là. Ben là, je sais pas, là. J'essaie de... C'est parce que l'affaire, là, c'est que ça revient un peu. Quand je disais que la victime du jour, c'est Québécois là-dedans, eux autres, ils ne devaient pas s'apercevoir qu'on allait voir qu'ils prenaient 2 fois la même personne pour faire des nouvelles différentes. Et que cette personne-là, c'est pas une personne anodine, c'est une personne qui fait du contenu. C'est comme si, mettons, toi puis moi, on se ramassait là-dedans, puis ça dit juste Yann Sénéchal, un résident de Lévis. Ça vous C'est pas... montre comment que les journalistes sont pas vraiment vaillants. Là. Ben, sont pas vaillants ou sont un petit peu pas tout à fait honnêtes dans leur couverture des trucs. Là. Parce que là, je suis désolé, là, mais si... Mais tu sais, à la base, écrire un article « Des jeunes ne veulent plus épargner pour la planète », là, t'es là, tu dis « Des jeunes ». Il n'y a rien d'empirique là-dedans. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de recherche. Non. C'est une anecdote. On prend une anecdote, cette personne-là. Mais tu sais, mettons que la main gauche et la main droite ne se parlent pas. Là. Puis toi, tu travailles pour le magazine 24 heures, donc pour Québécois, mais tu ne sais pas nécessairement ce qui se passe à l'autre journal, tout ça. Ben, la personne qui te contacte, là, Chris, t'as Google, puis tu t'aperçois que l'autre journal qui est avec toi, ils ont fait un article sur cette même personne-là qui a dit qu'elle vit dans un logement insalubre et que c'est donc ben pas drôle. Me semble, moi, je me dirais, ouais. C'est du monde en manque d'attention un peu. Là. Ouais, puis ça se peut-tu que, mettons, si tu vis dans un logement insalubre, dans une place un peu tout croche, ça se peut-tu que la raison pour laquelle tu épargnes, c'est parce qu'en fait, t'as pas de scène? Ouais, mais tu sais, ça reste pas. J'ai même pas. Ouais, tu peux aller là, tu peux pas aller là. Moi, c'est pas le point. C'est genre. Pourquoi vous dealez tout le temps avec des gens comme ça en manque d'attention? Je veux dire, veux-tu, on va faire un article, Frank? J'ai une liste de clients. Moi, j'en ai des clients en bas de 25 ans là, qui épargnent.
pour leur première maison. Tu sais, j'en ai une, justement. Là, on est en train de... faut que je réponde à ces choses là, aujourd'hui. Là. On est en train de préparer son cash down. Elle va déposer 80 000 pour sa prochaine maison. Je disais, c'est quand même bien, là. Ouais, c'est quand même pas pire. Je pense, de mémoire, 22, 23 ans à peu près. Ouh. 22, 23 ans, puis elle a ramassé ça, puis tout ça avec son chum, évidemment. Là. Puis ils vont acheter une maison. Ça se fait. Puis, ah oui, c'est vrai aussi, des fois, j'ai des clients aussi, ils ont genre 24, 25 ans, puis ils me demandent si j'utilise des fonds ESG, puis je leur dis non, je n'embarque pas dans ces affaires-là. Ils me disent, ah, c'est bon, parce que si tu avais voulu me vendre ça, je serais parti. Je peux-tu faire un article de journal aussi avec eux autres? Ouais, genre des jeunes ne veulent plus rien savoir des fonds éthiques. Là. Ouais. Tu sais, parce que si on... Puis l'article, c'est genre 2 personnes. Non, C'est 2 personnes. Puis ces 2 personnes-là, ils étaient dans un autre article il y a 2 semaines Hey, pour parler d'autre chose. j'aurais même pas besoin. J'aurais même pas besoin de faire ça. J'aurais assez de monde à contacter pour faire ça. Tu sais, je veux dire, si on veut extrapoler des réalités sociétales pour de vrai avec des anecdotes, je peux vous en sortir plein. Là. C'est super facile. Ben oui, parce que l'article qui est écrit, là, ils font venir genre McSween puis un autre planificateur financier, mais à aucun moment ils lui demandent est-ce que c'est représentatif, ces gens-là, de ce que vous voyez sur le terrain? La réponse, c'est non. Ben, la réponse, c'est non. Donc, c'est pour ça que la question n'est pas posée. Écoutez, c'est incroyable. Hey, Incroyable, tu dis. vous avez vu la fameuse photo de Donald Trump prise à la prison de... C'était quoi le nom de la prison déjà? J'essaie de retrouver Je me rappelle pas. le fameux... Ben, en tout cas, bref, vous avez tous vu cette photo-là là, qui a circulé partout sur les réseaux sociaux, à la télé. Écoute, c'était dans tous les médias en fin de semaine. Ah, là, il s'est passé telle affaire, puis tout ça. Mais écoutez, c'est capoté, là. Regardez déjà les trucs qu'on peut voir circuler sur les internets. J'ai que ça à l'écran. Ouais. Il y en a qui s'y se font tatouer à face à Legault. Puis l'autre s'est fait tatouer le mugshot sur le genre, pas sur le jarret, mais sur la cuisse. Oh, man. De la grosse face à Donald. Ça, faut quand même. Là, je ferais tellement pas ça, là. Ben non. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Regarde, la merch. La merch, en voulez-vous? En voulez-vous de la merch? Attendez une seconde, je vais vous amener là-dessus. Je l'ai quelque part ici. Regarde-moi ça, toi. Trump Mugshot Full Color Mug. Pour la modique somme de 24 USD, on a la belle tasse noire avec la face à Donald dessus. Mais il voulait, les gauchistes, il voulait dessus la photo de Trump en prison. Là, ils l'ont. Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Cette photo-là a généré jusqu'à présent, a été prise la semaine passée, 7,1 millions de dollars pour la campagne présidentielle de Donald Trump et qui a fait son grand retour sur Twitter par la même occasion. Il l'a fait? C'est fait, mes amis. Voici le grand retour de Donald J. Trump sur Twitter. C'était son premier tweet depuis 2021. Ouais, je savais qu'il allait flancher. C'était définitif qu'il retournait là. Et c'est lui-même qui met son propre mugshot. Et c'est écrit Election Interference, Never Surrender, DonaldJTrump.com. Et on a 251,6 millions de vues. Mais à quoi qu'ils ont pensé, sérieusement, de penser que c'était une bonne stratégie de l'amener devant la justice? Je sais pas. Le candidat anti-establishment parfait, là. Il a toujours joué la carte anti-establishment. Hey, on va utiliser toute la force de nos autorités pour l'arrêter. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils racontent là, eux autres? Et les médias ont vraiment pas l'air de comprendre qu'ils sont en train de disparaître avec tout ça. Là. Parce que, écoutez, j'ai les chiffres. On reviendra un peu sur les échanges avec les républicains. Là, mais j'ai une vidéo qui se promène ici, OK? C'est un extrait de Fox News. Je vais la faire entendre dans quelques instants. Cette vidéo-là, elle a 1,4 million d'impressions. C'est un échange entre l'agent Glad, Mike Pence et Vivek Ramaswamy. J'ai ici, je vais vous le mettre à l'écran pour
que vous puissiez voir les chiffres. Voici ce que faisait Tucker Carlson le soir du débat avec un certain Donald J. Trump. Et vous voyez les chiffres à l'écran? Là? Ça n'a pas de sens. 261,5 millions de vues, 208 000 retweets, 20 500 tweets cités, 834 600 likes et 68 200 personnes qui ont ajouté ça à une liste. Là. Et Elon Musk qui commente en dessous « Interesting to hear things directly versus through the media filter ». Ah, la game a changé. On disait que Twitter avait fait changer la game, mais c'était une phase transitoire entre les médias traditionnels puis les nouveaux médias, tout ça. Ben là, c'est que les chiffres des médias traditionnels sont plus là. J'ai vu une clip de Joe Rogan dans un short. J'ai tellement trouvé ça bon. Là, il racontait pendant la COVID, tu sais, Mané, lui, il a pogné la COVID. Là. Puis il disait CNN, ils ont pris une photo de moi. Ils ont changé même la couleur avec un filtre pour que j'aie l'air plus malade. Ils ont mis cette photo-là sur leur site en disant genre Joe Rogan attrape la COVID. Puis là, ben voyons, toi. Ouais, puis il y avait. Puis là, en tout cas, il explique toute la patente, puis il dit il y a juste une affaire qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'il dit ce podcast-là, il est 10 fois plus écouté que n'importe quelle de leurs émissions. Fait que si tu veux débunker à patente, tu vas les ramasser solides, pas mal plus qu'ils t'ont ramassé. C'est un peu le phénomène qui se passe au Québec. Pourquoi on est capable de faire une aussi mauvaise réputation à Jeff Fillion ou Radio X? C'est qu'ils sont régionaux versus les grands médias qui sont nationaux. Mm-hmm. C'est la seule façon que ça peut fonctionner. C'est que le reach des médias montréalais est plus grand que les médias régionaux de la région de Québec. C'est ça. Mais le jour où tu as un podcast ou une chaîne, mais qui va être entièrement en ligne, une chaîne de télé, par exemple. C'est le contraire, parce que c'est anglophone, où est-ce que Joe Rogan est carrément international, puis qu'eux autres sont limités aux gens abonnés au câble dans un pays. Hey, ça change la game, là. T'as pas le reach de l'autre, là. C'est toi le ticoun dans l'histoire, là. Ben oui, c'est ça. Ah non, mais c'est incroyable. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que l'entrevue de Donald Trump avec Tucker Carlson, c'est pas une des meilleures que j'ai vues. Là. Mais c'est intéressant. Si vous allez pas écouter ça en pensant qu'il va y avoir des flamiches, des feux d'artifice, c'est quand même assez soft. Ben, la stratégie politique, rappelez-vous, là, la première élection de Donald Trump, la primaire est vachement importante. Il n'est pas déclaré gagnant au début de cette primaire-là. Il doit faire tomber un à un les autres candidats. De l'establishment. Et là, tu avais Jeb Bush. En fait, tout le monde pensait au début que c'était Jeb Bush qui était désigné. C'était le troisième de la famille. Les Bush et les Clinton étant comme de la famille royale. Les Bush, les Clinton, les Kennedy, c'est de la famille royale aux États-Unis. Là. Exact. C'était un peu le challenge qu'il y avait à ce moment-là. Mais là, il n'est pas un contender. Là. Il est vraiment celui qui est favori dès le départ, puis pas par une petite marge, par une grosse marge. Fait que ça, c'est sûr qu'il joue la trappe. Puis depuis le début, Donald Trump joue la trappe. Il fait juste ramasser de l'argent. Il n'a pas besoin de rien faire d'autre. Ce qui est désolant, moi, je trouve, là-dedans, c'est que si DeSantis se lançait, il y avait des stratégies qui étaient mises en place. DeSantis serait l'après Donald Trump. Il y a beaucoup de gens qui poussaient cette théorie-là, que si tu veux avoir 12 ans de républicains, tu tapes les 4 dernières de Trump avec DeSantis pour 8 après, puis toute l'affaire est ketchup. C'est une théorie qui se défendait bien. Moi, DeSantis, je trouvais qu'il y avait des caractéristiques qui étaient vachement intéressantes pour le voir gagner. Mais pour gagner, il avait besoin d'une chose. S'il se lançait là, parce que c'est sûr que s'il se lance puis il échoue, c'est fini. Là. Il n'y aura pas de DeSantis 8 ans après. Là. Fait que s'il se lançait là, la stratégie était de mettre la tête de Donald Trump sur ses trophées de chasse. Il devait vaincre la bête. Si tu parce que... Puis juste, excuse-moi de te couper, là, mais juste ce que tu dis là, c'était aussi basé sur le fait qu'il y a quelques mois de ça, il y avait eu un sondage qui nous montrait que qui nous montrait que Trump était le favori des républicains, mais que si Pence était le nominé, il y avait plus de chances de battre le démocrate que Trump. Là, ces chiffres-là sont plus bons aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était ça qu'on avait comme information. Fait que tu sais,
normalement, la stratégie de DeSantis devrait être axée à 100% sur Donald Trump. Donc, la journée que Donald Trump se retire du débat, DeSantis avait une action à poser. C'est-à-dire, moi aussi. Je dis, regarde, le débat avec les clowns, je suis d'accord, ça sert à rien. Cancelle-moi ça. Fox s'arrangera avec ses affaires puis tout ça. Moi, c'est le bonhomme orange que je veux pogner. Il est pas là, je suis pas là. Ça aurait été parfait. Puis DeSantis, il a juste à caller out après Tucker Carlson. Il dit, hey, veux-tu le faire avec moi, le débat, puis Donald Trump, one-on-one? Si Trump refuse, tu dis, regarde, au pire, je vais l'avoir moi aussi, mon entrevue avec Tucker. Tu call out Tucker Carlson. Tu dis, écoute, tu as donné l'entrevue au bonhomme orange, tu ne me la donnes pas à moi. Tu es qui, toi, pour décider c'est qui devrait gagner? Tu sais, il y avait full de stratégies à faire, mais ça impliquait que tu ne te présentes pas au débat de Fox News. Ouais. Lui, il a été. Puis, tu sais, c'est un candidat anti-establishment de DeSantis, mais moins rough edges que Donald Trump. Mais en allant au débat de Fox News, il est rentré dans le rang. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est ça à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu toute cette histoire-là. Ça m'a fait penser à cette nouvelle-là qui avait fait jaser l'année passée. T'en rappelles-tu de ça? Jean Charest demande la tenue d'un 3e débat officiel. Oui. Et qu'est-ce qui s'était passé? Poiliev n'était pas allé, puis ça s'était ramassé parce qu'en plus, ce débat-là devait être en français. Le seul qui parlait français, c'était Jean Charest. Il y avait Roman Baber, il y avait l'autre dont j'oublie le nom. Il y était 3 autour d'une table de bois. Je pense que Leslie Lewis n'était pas allé. Puis Poiliev n'était pas allé. Ça avait fait un genre de débat de cuisine malaisant. C'est une table. C'est une table malaisant. Et évidemment, le principal favori, c'était pas pointé parce qu'il n'y avait rien à gagner là. Il y a eu 2 débats, tu t'es fait laminer. Fin de l'histoire. Exactement. Puis... Et ce que j'ai vu, il y a eu quelques bons échanges au débat républicain. Mais c'était un peu malaisant pareil parce que tu le sais que tu regardes ça, puis t'es comme... Vous êtes tous 2e. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes tous crissement loin derrière. Là. C'est ça qui était malaisant là-dedans. Là. Puis regarde, ça a donné quand même quelques bons échanges. Je peux en faire jouer un au moins. Là. Mais voici Mike Pence, l'agent Glad, qui se pogne avec Vivek Ramaswamy. Parce que j'ai talk about issues like Social Security and Medicare. I mean, Vivek, you recently said a president can't do everything. Well, I got news for you, Vivek. I've been in the hallway. I've been in the West Wing. A president of the United States has to confront every crisis facing America. I will put our nation back on the path to growth and prosperity and restore fiscal responsibility, just as I did in Congress and as governor, Mr. Vice President, and when I was vice president. But yeah, I mean, hold on. You were named earlier. I'm going to give Vivek first. We'll get to both of them. This isn't that complicated, guys. Unlock American energy. Drill, frack, burn coal, embrace nuclear. Put people back to work by no longer paying them more to stay at home. Reform the U.S. Fed, stabilize the U.S. dollar, and go to war. The only war that I will declare as U.S. president will be the war on the federal administrative state that is the source of those toxic regulations acting like a wet blanket on the economy. So I'm not sure I exactly understood Mike Pence's comment, but I'll let you all parse that out. For me, it's pretty simple. That's something a U.S. president can do with focus, and I'll deliver on it. Let me explain it to you. Ah, c'était pas mauvais, ça. Alors, Vivek, moi, me fait... Hey, mais on peut-tu crisser tous les maquilleurs au vidange? Ah oui, ils ont de l'air en plastique, sérieusement. Ils ont de l'air en plastique. C'est des poupées de plastique. Je veux dire, je trouvais que Pence avait l'air en plastique, mais Vivek aussi. Là. Ah oui, Vivek, ils ont mis une couche de potée. Là. C'est incroyable, pareil. Là. Ils ont vraiment mis une couche de potée. Hey, c'est du maquillage, pas de la carrosserie, sacrément. Là. Mais je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais il y a vraiment une genre de poussée des... je ne sais pas ce qui se passe, vous comprenez ce que je veux dire, là? Mais il y a vraiment une poussée de politiciens avec ce genre de discours-là. Là. C'est plus le conservatisme traditionnel, mais ça tire plus vers genre conservateur libéral, conservateur libertarien. Là. Parce que tu regardes le gars en Amérique du Sud, en Argentine, tu regardes lui, tu regardes Poiliev, on est comme rendu à un autre. Ben, Nicta, tu sais, je veux dire, d'aller affronter la bête, de dire que l'État est trop gros, qu'il y a trop de safeguards, qu'il y a trop de gatekeepers, d'attaquer l'administration fédérale,
Ça a toujours eu une résonance positive chez les républicains, mais là, c'est parce que le gouvernement est tellement rendu un mammouth que, écoute, c'est normal qu'il y ait un retour de balancier, puis le retour du balancier s'exprime de cette façon-là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas... avec Vivek, c'est rafraîchissant parce qu'on était habitué à Ron Paul, puis on était habitué à Rand Paul qui avait des discours comme ça, mais tu sais, tu savais que c'était extrêmement idéologique, libertarien, puis surtout le même vieux monsieur tout le temps qui dit la même affaire tout le temps. Ben là, il y a quelqu'un qui arrive out of nowhere, que les gens ne connaissaient pas beaucoup, puis qui a ce genre de discours-là, qui est plus jeune, qui est plus entrepreneurial. Ben, tu fais « Ah, OK, cool, c'est Ouais, quand même le fun. » c'est autre chose, mais tu sais, regarde, pas ben besoin de trouver beaucoup de justifications là, à pourquoi ce genre de discours-là monte. Là. Ça, c'est les dépenses annuelles du gouvernement fédéral américain. C'est ça. Juste dire, là, ici, là, où ce que vous voyez, c'est 1980. Ça fait pas 400 ans. Là. Ah non. Et ça fait que augmenter et ça diminue jamais. Là. Ah, Ça, c'est relié à, justement, là, de la régulation, l'État qui se met les pattes un peu partout. C'est 7 000 milliards par année, là, le budget des États-Unis. C'est débile, raide. Hey, écoute, il faut rendre hommage quand même aux experts. Tu sais, les experts, moi, je m'incline souvent devant eux autres parce qu'ils savent des choses que nous autres, le commun des mortels, on ne sait pas. Et en politique canadienne, une des expertes, qui est reconnue par tout le monde, c'est Chantal Hébert. Donc, tu vas être pas généreux, là. Donc, Chantal Hébert, elle nous a écrit, elle n'a pas écrit ça en 2021, Yann, pendant le convoi ou des trucs comme ça. Elle n'a pas écrit ça il y a 1 an et demi. Elle a écrit ça il y a 2 mois. Dans sa colonne du Toronto Star, Pierre Poilievre is wasting his chance to become Prime Minister. Quel mauvais article en plus. Pierre Poilievre gaspille ses chances de devenir premier ministre. Et là, c'est pas des blagues, là, parce que là, on s'enligne vers la fin du show, fait que j'ai pas le temps de vous le lire. Là. Mais pour quelle raison? Hein? C'était, grosso modo, elle disait qu'il cherchait le vote d'extrême droite, un peu sous couvert. Là, ouais, ben, il courtisait l'extrême droite, puis tu sais, il aurait intérêt à être plus comme Erin O'Toole. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et là... Il aurait intérêt à être plus comme le dernier loser conservateur. Hey, dans tes rêves, Chantal. Dans tes rêves. Voici les chiffres maintenant. Ça, c'est les agrégats de sondage, selon que je vais vous présenter à l'écran. Je les ai ici. C'est quand même pas très gros, mais je vous les donne. Update. Donc, selon Canada 338, donc qui est le Québec 125, mais fédéral, l'agrégat de sondage nous donne Parti conservateur du Canada, 178 sièges, plus 59. Les libéraux, 105 avec moins 55. Le Bloc québécois qui reste stallé à 32. Le NPD, 21 en perte de 4. Et les Verts à 2 sièges. Ce qui nous donne, parce que ça prend 170, je pense, pour avoir un gouvernement majoritaire, ce qui nous donne une projection d'agrégat de sondage d'un gouvernement conservateur majoritaire. Et ça, c'est les chiffres qu'on a. Il y a d'autres sondages qui vont plus loin que ça, pas mal. Mais je l'accorde plus ou moins de crédibilité, là, entre autres à Main Street, qui, eux autres, nous prédit 198 conservateurs. Main Street, c'est pas bon, ça. Main Street, là, ça commence à être bizarre un peu. Une chose, cette firme-là. Mais moi, un de ceux qui m'a le plus surpris, c'est quand tu vas par province, c'est celui-là ici. Check bien ça. Ça, d'après moi, c'est très parlant. Là, mais les 32 bloquistes qu'on va élire encore, là. Nous autres, on est dans le format. Ça vous tente pas de jouer au jeu? Tu sais, il se passe quelque chose. Ça vous tente pas de participer? Non, la dernière fois que les Québécois ont participé à quoi en politique canadienne, c'était la vague orange. Puis avant ça, c'était Brian Mulroney. Tu sais, je veux dire, ce serait le fun d'être impliqué dans les décisions des fois. Ouais, mais moi, j'hésite à trop taper sur le bloc parce que je me dis, les tatas, si tu tapes trop sur le bloc, ils vont retourner voter Trudeau. Fait que restez donc au bloc puis laissez-nous tranquilles. Ouais. Fait que, c'est ça. Check les chiffres pour le BC. Le BC, c'est-tu à gauche, ça, cette place-là? Pas pire. Pas pire à gauche. Hein? Check les chiffres pour le BC. 41 conservateurs, 25 NPD et 24 libérales. Aïe, aïe. Les libéraux sont, je comprends que c'est 1%, mais c'est quand même symboliquement assez puissant pareil. Les libéraux sont maintenant derrière le NPD
au BC. Et ça, c'est pas un sondage, c'est les agrégats de sondage. Donc, si les conservateurs sont forts, là, puis en montée, en plus, le trend est clairement l'avantage des conservateurs. Là. Oh oui, il y a une baisse là, quand même notable des libéraux. Là. Donc, dans cette province-là, c'est assez significatif aussi. Et il y a un autre endroit qui en dit long là-dessus, je trouve. Je vais te trouver ça, c'est dans les provinces maritimes. Donc, les provinces maritimes, elles aussi, sont en train, parce que vous savez que c'est traditionnellement très libéral dans les provinces maritimes. Je vais vous trouver les chiffres. Je les ai ici. Ça ne sera pas très long. On a déjà vu des élections où est-ce que tous les députés des Maritimes étaient rouges. Là. Oh oui, absolument. Tout comme dans 100%. Là. Oui, tout comme dans 100%. Où est-ce que je les ai mis? Je pensais que je les avais sortis. Mais c'est pas grave, là. Mais grosso modo, vous comprenez l'idée. Là. C'est vraiment là qu'on... Ah, je les ai ici. Federal Atlantic Polling Average. Conservateur 39, libéral 37, NPD 17, Green 5, PPC 3. Aïe, aïe, man. T'es pas censé avoir les conservateurs en avance des maritimes. Là. Ça arrive pas souvent. Hey, Chantal, ça va bien tes prédictions? Ah oui, ça va très, très bien. Ça va très, très, très bien, Chantal. Mais tu sais, peut-être aussi que c'était pas l'idée du siècle, là, ce qu'ils ont fait avec les provinces maritimes, entre autres. J'avais cette nouvelle-là ici de Radio-Canada, puis on va glisser sur le Patreon après. Là. Et voici ce qu'on nous disait ici. Terre-Neuve-Labrador demande au fédéral d'annuler les augmentations de taxes sur le carbone. Eux, ils se la prennent en pleine tronche là-bas. Ici, on est un peu épargnés. On a expliqué pourquoi dans le podcast avec Nicolas Gagnon. Ceux qui sont abonnés au Patreon, vous l'avez vu. Là. Les taxes sur le carbone et les taxes sur l'essence, c'est la chose la plus débile à faire pour te mettre la population à dos. Ils sont donc bien imbéciles. Mais c'est fini, les affaires. Je ne vois pas Justin Trudeau être capable de revirer ce trend-là. Le seul espoir libéral, c'est de se débarrasser de Trudeau ou de bien profiter des 2-3 dernières années qu'il leur reste. Parce que Pierre Poilievre aura beau être à la hauteur que vous voulez dans les sondages, ça nous éloigne de plus en plus d'une élection quand même. Le seul moyen d'avoir une élection, c'est deux choses. Le NPD revient en vie ou encore les Justin Trudeau pense avoir une possibilité de majorité. Fait que tant que ces deux scénarios-là n'arrivent pas, on se rend au bout du terme de 4 ans d'un gouvernement minoritaire qui est vachement weird quand tu y penses. On n'est pas censé se rendre au bout d'un gouvernement minoritaire d'habitude. C'est censé casser avant la fin. Mais j'ai l'impression qu'on va se rendre au bout de ce mandat-là. C'est vraiment weird ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, dans les nouvelles qu'on va jaser un peu, j'ai 2 articles du journal qui sont quand même intéressants. Là. Les taux hypothécaires proches du 7% font peur aux acheteurs. Puis, les jeunes et la PCU se sont enrichis éventuellement. On va jaser un peu de ça dans la partie Patreon.